Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Anne Lauvergeon. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Ancienne patronne évidemment, on le sait, d'Areva. Aujourd'hui à la tête d'ALP, société de conseil et d'investissement, c'est ça? Absolument, dans des entreprises innovantes. Voilà, vous publiez un secret si bien gardé chez Grasset. Ce secret intriguant, bon, on va le dévoiler, on va éventer tout ça rapidement, mais c'est hyper intéressant parce que la facture d'électricité pèse de plus en plus cher pour les Français et vous nous dites que le parc actuel nucléaire pourrait produire beaucoup plus et donc la facture est largement allégée. Pourquoi c'est un secret qui est si bien gardé, ça? Parce que personne ne le sait. Vous le saviez? Non. Personne ne le sait. Et on ne peut le savoir que si on va chercher assez loin, c'est-à-dire dans les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est-à-dire l'agence des Nations Unies qui s'occupe de nucléaire, et qui en fait, chaque mois, enregistre les performances de tous les réacteurs dans le monde. Et après, ils font chaque année une sorte de classement où ils donnent ceux qui effectivement produisent le plus par rapport à leur base installée, et puis ça va décrescendo. Alors, la France, où est-elle? Eh bien, elle est en bas du classement depuis un certain nombre d'années. 67%. Si je elle tourne, c'est les capacités, enfin, c'est comment? C'est la puissance, c'est la quantité d'électricité fournie sur la puissance théorique. Exactement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple à comprendre. Donc, ça 67% pour la France. Notre parc nucléaire tourne à 67% de ses capacités. Exactement, là où on est très mauvais élève. On était avant-dernier en 2023. On attend de voir le classement 2024. Et pourtant, quand on entend à la fois les dirigeants d'EDF, mais aussi la commission de régulation de l'énergie, la direction de énergie-climat, direction générale énergie-climat, on a le sentiment qu'on fait une performance tout à fait remarquable. On n'a pas toujours été dernier du classement d'ailleurs. On n'a pas été dernier du classement pendant un certain nombre d'années, c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 90, on tient honnêtement notre place. Et puis ça s'est beaucoup dégradé. Alors pourquoi? Alors d'abord, si on pourrait produire beaucoup plus, donc c'est clair. Et ça serait... Les autres, pardon, je coupe, les autres qui produisent plus, ils sont à combien Alors, dans les pays semblables, on va dire? Dans les pays semblables, le reste de l'Europe est à grosso modo entre 85 et 95%. Ouais. Les États-Unis sont depuis 10 ans, de manière extrêmement régulière, à 91-92%. Donc, en fait, on a décidé en France... On a décidé, je ne sais pas qui a décidé, mais en tout cas on s'est organisé dans un système où on produit peu et une électricité qui est de plus en plus chère. Et hélas, dans ce qui est présenté aujourd'hui par le gouvernement... Pardon, plus cher mais moins cher qu'ailleurs. On vante l'électricité française qui est moins chère, l'électron français qui est moins cher que dans d'autres pays. Bah, elle est moins chère qu'en Allemagne, qui a fait des choix énergétiques dont on a vu qu'ils n'étaient pas forcément les bons, puisqu'ils avaient mis les renouvelables en devanture, ça qui faisait consensus. Derrière, il y avait charbon et lignite, et derrière, en plus, le gaz russe. Donc l'Allemagne est dans une situation énergétique épouvantable aujourd'hui. L'Espagne, qui a fait le choix de beaucoup de renouvelables, est aussi, on l'a vu à travers les événements récents et le blackout, dans une situation où le prix du courant est très élevé. Idem sur la Belgique, qui avait décidé à renoncer à son nucléaire, mais qui est en train de renoncer à sa renonciation. Donc les pays frontaliers, l'Italie... ont fait effectivement des politiques énergétiques qui leur fait une électricité chère. Mais prenez les pays scandinaves, prenez la Suisse, plus près de nous, ils ont des prix de l'électricité infiniment moins chers que la France aujourd'hui. D'ailleurs, ces 120% de hausse des prix de l'électricité en 10 ans, c'est beaucoup, c'est trop, voilà. Donc on aurait pu l'éviter, ça. On aurait pu l'éviter, mais surtout on pourrait éviter la suite. Alors, la suite, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la PPE3, c'est-à-dire la programmation pluriannuelle de l'énergie 2025-2035, que le gouvernement souhaite passer par un simple décret, alors qu'il faudrait normalement une loi et donc une vraie discussion. C'est repoussé d'ici cet été. D'ici la fin de l'été. Fin de l'été, a dit François Bayrou. Discours, et cette PPE3 prévoit en fait une augmentation très forte des renouvelables, du nouveau nucléaire, mais qui n'arrivera qu'à partir de 2038, de nouveaux réseaux très importants pour raccorder le nouvel éolien et le nouveau solaire, alors même qu'on n'a pas besoin de tous ces énormes investissements. Alors, ils sont chiffrés, ça se discute entre 300 et 400 milliards d'euros pour un pays endetté comme le nôtre. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas l'État qui va payer, c'est le consommateur d'électricité. Tout passe dans les factures. Alors, plutôt que
d'investir comme ça, alors d'investir en plus pas forcément avec des entreprises françaises, d'investir massivement, pourquoi on ne produit pas plus sur ce qu'on a déjà investi? Et ça nous ferait une électricité beaucoup moins chère et puis surtout une transition énergétique assurée, transition écologique assurée par une électrification des usages permise par cette électricité moins chère. Parce qu'on consomme de moins en moins d'électricité. Un industriel... Pourquoi on en consomme de moins en moins? Parce qu'elle est de plus en plus chère. Elle est de plus en plus chère. Et ça va contre l'électrification des usages. Prenez un industriel dont les installations sont au gaz. Est-ce qu'il va se mettre à l'électricité? S'il est comme ça, non. Donc, je dirais le prix de l'électricité, c'est la mère des batailles. Et c'est vrai dans tous les pays du monde, j'ai presque l'impression, sauf en Europe ou en France. C'est quelque chose, le changement climatique a été la seule politique européenne, avec la tentation allemande, qui a été très forte. Alors les Russes ont berné les Allemands, et nous on s'est fait berner par les Allemands. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a perdu le Nord au sens où le changement climatique devrait être à la fois la première des batailles et en même temps l'électrification des usages, donc l'électricité la moins chère possible. À qui la faute? Parce que la stratégie d'EDF, donc vous écoutez indirectement, n'est pas la bonne, mais la stratégie d'EDF, c'est celle de son actionnaire, non? Et donc l'État. C'est une bonne question. À qui la responsabilité? Oui. Et on aime beaucoup en France les commissions d'enquête parlementaires. Elles sont d'ailleurs une source que j'utilise beaucoup parce que beaucoup est dit dans ces commissions d'enquête. Qui fait ce malthusianisme organisé? Alors vous allez me dire, on vient d'une période où il fallait arrêter la moitié du parc nucléaire, donc il fallait bien le remplacer par quelque chose. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, on ne les arrête pas, ces centrales, on va en faire des nouvelles. Et malgré tout, on va faire la même quantité d'éolien et de solaire. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la logique générale. Est-ce que... Alors comment on l'explique? Pourquoi on ne produit pas plus? Parce qu'il y a aussi la durée des arrêts des réacteurs EDF, on en parle indirectement, qui cesse de s'allonger. Ceci explique cela? En partie, oui, bien sûr, parce qu'à chaque fois que vous arrêtez un réacteur, il ne produit pas. C'est ça qui fait baisser le taux de... Bien sûr. Comment on appelle ça, le taux de... Facteur de charge. Ça s'appelle le facteur de charge. C'est le terme, c'est 67% dont on parle. Alors le nouveau PDG d'EDF a dit qu'il allait passer de 360 TWh, qui est prévu dans les 5 ans à venir, à 400 TWh. En facteur de charge, ça veut dire passer de 67% à 70%. Ouais. C'est pas ça qui va changer les équations. C'est déjà ça. Non, mais ça va dans la bonne direction. Mais il faudrait qu'on se fixe au moins 85%. Et là, c'est de l'électricité gratuite. Ne se fixe pas 85%. Pourquoi? Vous devriez inviter... Non, selon vous. Le comité exécutif d'EDF, je parlais des commissions d'enquête parlementaire tout à l'heure, il y a un moment, c'est vraiment ça. Ils disent, mais 360 TWh, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un exploit si on arrive à faire ça dans les 5 prochaines années. Alors, on arrive à des résultats de cette politique aberrants. Quand vous voyez que le prix qui avait été négocié par l'État avec EDF, un minimum de 70 euros le mégawattheure pour les industriels, il n'y en a aucun qui est compétitif. Parce que ça, c'est en plus le prix sans les réseaux derrière et les taxes. Ce qui veut dire que quand on parle de réindustrialiser, alors que derrière on a l'électricité à ce prix-là, il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Alors certains, je pense, ont vu une partie du problème. Quand Roland Lescure, par exemple, dit... ministre de l'Industrie. Ex-ministre de l'Industrie, quand il dit les réacteurs nucléaires français n'appartiennent pas au comité exécutif d'EDF, ils appartiennent aux Français, je dirais que là, on sent qu'il y a quand même un certain énervement. Mais c'est vrai qu'on a eu une rotation de ministres extraordinaire. Alors, ceux qui restent, c'est la Commission de régulation de l'énergie. On voit qu'ils n'ont jamais challengé EDF sur le sujet. Et d'ailleurs, j'ai sorti mon livre il y a 15 jours, EDF n'a pas dit un mot. Ils n'ont absolument pas dit, mais elle raconte n'importe quoi, les chiffres de la IEA sont faux, non, rien. Si vous étiez à la tête d'EDF, Anne Vergent, Dieu m'en préserve. Vous faites quoi pour passer de 67% de capacité, facteur de charge, à la moyenne européenne qui est donc 80-85%? 85% au moins, mais certains font 95%. Ouais. Vous faites quoi? C'est très simple. Il faut appliquer
toutes les méthodes qui marchent dans le reste du monde. Elles marchent partout, y compris en Russie. Ça veut dire quoi? De manière très concrète, bon, pour qu'un réacteur produise au maximum, il faut l'arrêter le moins possible quand on change le combustible. EDF le fait de manière très différente du reste du monde. Le reste du monde appelle Westinghouse, Framatome, Atomstroy Export pour le faire. Et, alors c'est les Américains qui ont poussé ça le plus loin, si vous faites ça en temps de jour, vous avez telle somme, si vous faites ça avec moins de jours, eh ben, vous avez un bonus, et puis vous avez un malus si vous prenez plus de jours. Chez EDF, c'est fait en interne, donc avec des gens, il y a beaucoup plus de gens sur les réacteurs d'EDF qu'il y en a sur les autres dans le reste du monde. Et puis au lieu de demander à un spécialiste de le faire, ils vont faire des appels d'offres de sous-traitants extérieurs. Français ou étrangers? En général plutôt étrangers, et français aussi, mais il y a toujours un truc qui ne va pas. L'orchestre ne fonctionne pas, il y a toujours un qui est en retard, le Slovaque qui avait été choisi parce que c'était le moins cher pour faire les échafaudages n'est pas au rendez-vous, etc., etc. Conclusion, un arrêt qui dure 30 jours aux États-Unis dure 105 jours chez EDF. C'est la moyenne 2024. C'est ça, le fond du problème, il est là. Il y a ça, il y a beaucoup d'autres choses. Je rentrerai, il y a le même problème dans la maintenance, il y a le même problème dans les changements de combustible. Donc c'est extrêmement pratique. Or, ce qui est inquiétant... Et il n'y a pas plus de sécurité, de sûreté en fonctionnant comme ça en 105 jours au lieu de 30 jours en prenant une solution plus risquée? Bien sûr que non. Je pose la question. C'est pas plus risqué du tout. Non, mais EDF se drape dans sa dignité en disant on est les meilleurs. Dans les commissions d'enquête parlementaire, vous lisez par exemple un truc absolument extraordinaire. Le directeur du parc explique que les travaux post-Fukushima prennent beaucoup plus de temps que dans le reste du monde, qui sont terminés, parce qu'ils mettent le parc existant au niveau de sûreté des EPR. C'est juste impossible. Un EPR, c'est un ferraillage absolument incroyable. Vous avez un réceptacle en cas de cœur fondu que vous ne pouvez absolument pas rajouter. Vous avez une double enveloppe, ce qui n'est pas le cas sur les 900 MW. Tout ça, vous ne pouvez pas les changer. Donc, on se raconte, ou on nous raconte des histoires. Et tout ça, à qui profite? À qui profite le crime, pardon? À qui profite le crime? Alors je dirais, à court terme, regardez les résultats 2024 d'EDF, 11,4 milliards d'euros de bénéfices nets. Qui remontent à l'État, pour partir. Pour partir en dividende à l'État. Est-ce que le bon réglage de notre économie, c'est effectivement d'avoir un opérateur qui gagne beaucoup d'argent, et puis une industrie... C'est investir pour le futur aussi. Avec cet argent, EDF peut investir dans de nouveaux réacteurs, etc. etc. EDF est extrêmement endetté, on le sait. Et on a besoin de nouveaux réacteurs, mais il n'y a pas d'urgence. Là aussi, pour ça qu'il ne faut pas penser que je dis ça parce que je suis pro-nucléaire ou... non, le nouveau nucléaire, il faut le faire advenir en temps voulu. EDF a besoin d'un retour d'expérience sur les premiers réacteurs qu'il construit, etc. Donc cette précipitation... Alors, on est arrivé donc dans un système maintenant où on fait beaucoup de nouveaux nucléaires, beaucoup d'éoliens et de solaire, alors qu'on a déjà investi les bonnes sources de production. Donc il faudrait, sans CO2. Donc il faudrait produire plus avec les centrales existantes plutôt que de nous parler de 300-400 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans dans de nouvelles centrales. C'est ça votre message? Totalement. Et c'est urgent, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. La PPE 3, telle qu'elle est, si elle passe telle qu'elle est, c'est 300 à 400 milliards il va falloir payer sur les notes d'électricité. Les industriels, les entreprises, les particuliers. L'électricité sera encore plus chère à l'avenir en France si rien ne change? Si la PPE 3 passe telle qu'elle est, je peux vous assurer, contrairement à tout ce qui est... Alors, mais non, nous nous préoccupons beaucoup d'une électricité pas chère. Mon œil. Alors, en plus, on a prévu dans cette PPE 3... des bénéfices d'EDF, c'est ça en fait? Oui, et puis on a prévu aussi dans cette PPE 3 une énorme augmentation de la consommation d'électricité. Or celle-ci n'arrête pas de baisser depuis que le prix est si cher. Donc comment imaginer leur scénario? C'est plus 35% en 10 ans de consommation d'électricité en France. Mais avec des prix qui montent, la consommation ne va pas monter. Si le parc nucléaire français produisait autant que les Européens, le prix de l'électricité en France serait moins cher de combien? Alors ça, il n'y a pas une équation différentielle qui vous donne exactement le résultat, mais
on peut calculer que si on arrivait à un parc qui fonctionne vraiment de manière efficace, on n'arrive pas très loin du prix de l'électricité sortie des réacteurs nucléaires américains, qui sont à 30 $. On arrive à 35 €, quelque chose comme ça. Et donc ça serait une baisse de combien en pourcentage? Une compétitivité extraordinaire. Ah bah aujourd'hui, Pour nous, Français, ça serait combien moins cher on est aujourd'hui au-dessus de 60 €. Donc ça serait moitié moins cher. Et puis surtout, parce que votre facture d'électricité, elle est en 3 morceaux. Vous avez aussi tout ce qui est prévu sur le raccordement de l'éolien et du solaire dans les réseaux, c'est vous qui le payez. Et ça, bien évidemment, si vous en faites moins, vous aurez moins à payer. Et enfin, vous avez dans la dernière partie, les taxes, vous avez toutes les subventions pour l'éolien et le solaire. Donc si j'ai bien compris, si le parc nucléaire français tournait aussi bien que nos voisins européens, les tarifs d'électricité seraient moitié moins chers pour les Français? Je ne vous donnerai pas cette précision, mais ça peut être de cet ordre-là. Voilà. Donc c'est un enjeu considérable. La réindustrialisation française, elle est à ce prix-là. La précarisation qu'on voit quand même de portions entières de la population, c'est un enjeu, mais considérable. Alors, comment pouvais-je, moi, me taire en sachant ça? La stratégie EDF, elle est décidée pour partie par son actionnaire principal, à savoir l'État. Ben oui, mais comme l'État semble ignorer qu'on pourrait produire beaucoup plus. Semble. Bah, j'ai toujours pas compris à qui profite le crime. Alors, vous pouvez dire, augmentation des factures d'électricité, c'est EDF fait des bien meilleurs résultats. L'électricité est plus chère. Deuxième impact, je pense qu'EDF a voulu se faire petit sur le nucléaire par rapport à tous les ministres de l'Environnement qui ont été sa tutelle pendant X années, là, les 15 dernières années, qui étaient majoritairement anti-nucléaires. Donc il fallait faire un nucléaire. Bon. Et puis troisième... Profil bas. Troisième aspect, je pense que EDF n'a pas voulu prendre les technologies, prendre les méthodes, prendre les évolutions inventées ailleurs. Alors, le paradoxe, c'est que Framatome applique ces méthodes partout dans le monde, mais pas chez EDF. Ouais. Donc une électricité, on finit là-dessus, moins chère est possible en France, sans que ça coûte plus cher au compte public. Vous vous rendez compte aujourd'hui? C'est quand même extraordinaire d'avoir une solution qui ne demande pas de grands investissements et qui nous permet de continuer à décarboner l'économie. Bon, merci beaucoup en tout cas. Il faut lire ce livre, Un secret bien gardé, signé Anne Lauvergeon aux éditions Grasset. Merci à vous. Merci. Au revoir.